Bonjour Héloïse, Bonjour. bienvenue donc à Voices and Mosaic. Nous sommes aujourd'hui présents pour discuter d'un sujet assez important, Israël et Palestine. Et pour ce sujet-ci, j'ai décidé d'inviter une amie à moi qui a eu l'occasion de voyager entre Israël et Palestine. Donc Héloïse, si tu peux te présenter. Oui, merci beaucoup Lina déjà. Je m'appelle Héloïse, j'ai 21 ans et je suis étudiante en sciences politiques dans un cursus franco-allemand. Du coup, j'alterne entre la France et l'Allemagne. Et en fait, après mon bac en Allemagne, je suis partie en Israël et en Palestine. J'ai fait un service civique là-bas pendant 6 mois et du coup, pendant ce temps-là, j'ai beaucoup voyagé en territoire palestinien. J'ai vu beaucoup de choses dont j'aimerais beaucoup parler parce que j'ai pas trop l'occasion au quotidien. Et voilà, donc merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors exceptionnellement, j'ai décidé d'inviter quelqu'un qui n'est pas d'une origine autre qu'occidentale, qui est donc l'objet en fait de ce podcast. La question israélo-palestinienne me tient à cœur et Héloïse m'a longuement parlé de son voyage pendant plusieurs mois. Et je m'étais dit pourquoi pas un peu casser ce code d'inviter que des personnes ayant une identité différente de l'Occident et avoir quelqu'un qui a été témoin de pas mal de choses là-bas. Donc c'est le premier épisode parmi tant d'autres sur la question israélo-palestinienne. Et aujourd'hui, Héloïse, merci à toi. Merci à toi. Donc on va commencer tout doucement. Mhm. La première question est tournée en fait sur pourquoi tu as effectué ton service civique en Israël. Qu'est-ce qui t'a motivé? Mais en fait, déjà, je suis très intéressée par la culture, la religion, l'histoire, tout ça. Il faut quand même dire que la région, on va appeler ça comme ça, est très concentrée en tout ce qui concerne questions religieuses et l'histoire de la population entière, quoi. Et du coup, je me suis dit que c'était vraiment l'endroit où aller pour en apprendre plus là-dessus. Et puis, j'avais pas envie de faire un truc aux Caraïbes ou en Australie, un truc un peu cliché. Donc voilà, je me suis dit que j'aimerais bien partir là-bas. Et puis, j'ai commencé un peu mes recherches et tout. Sauf qu'il n'y avait pas d'organisme qui proposait des trucs en territoire palestinien. C'était uniquement sur place. Et vu que j'étais jamais allée, je me suis dit, bon, on va quand même essayer de trouver un truc un peu plus encadré. Et du coup, j'ai choisi le service civique germano-israélien, qui existe depuis 3 décennies, je pense. Et voilà, j'ai envoyé ma candidature et j'ai eu un entretien et du coup, ils m'ont pris et je suis partie. Peux-tu en parler un peu plus de ton service civique si jamais c'est pas trop confidentiel? Pas du tout, non. En fait, c'était dans un établissement qui s'occupe de personnes autistes, enfin d'adultes autistes, et c'est le premier établissement en Israël qui a été fondé pour ces personnes-là. Donc, ce sont des autistes qui sont déjà assez âgés et c'est vraiment autistes dans le sens où ils peuvent pas se doucher eux-mêmes, ils peuvent pas s'alimenter, ils peuvent, pour la plupart, même pas parler. Et du coup, c'est vraiment un soin intensif. Et il y avait à peu près 90 autistes dans l'établissement, répartis dans plusieurs maisons. Du coup, mon taf, c'était de prendre soin d'eux, les habiller, les doucher, leur donner à manger, leur donner des médicaments et aussi les occuper pendant la journée, donc faire des jeux avec eux, tout ça. Est-ce que ces personnes-ci étaient uniquement israéliennes ou il y a aussi des arabo-musulmans, donc des Palestiniens comme les Israéliens les qualifient? Alors, les autistes, c'était uniquement des Israéliens. Euh, Ils étaient déjà assez âgés et c'était assez intéressant à voir parce que beaucoup d'entre eux avaient été maltraités dans le sens où on savait pas encore ce qu'était l'autisme quand ils étaient plus jeunes. Et du coup, ils avaient reçu des électropercussions, et des soins qui n'étaient pas du tout adaptés à leurs besoins. Et cela fait qu'ils ont ils, ils ont âgé, Ils sont âgés. ils sont âgés beaucoup plus vite qu'ils devraient, quoi, parce Mhm. qu'ils ont reçu des mauvais médicaments, etc. Mais parmi mes collègues, il y avait autant des Israéliens que des Arabes israéliens, comme on les appelle. Donc, ouais, des Palestiniens qui vivent en territoire israélien, qui ont la citoyenneté, parce qu'il y avait en fait un gros manque de personnel. Et du coup, vu que pour eux c'est un peu plus compliqué d'avoir des boulots, oui, il y avait beaucoup d'Arabes israéliens qui travaillaient là-bas. Et comment s'est passé cet échange de culture entre les Palestiniens et les Israéliens, donc personnels principalement? Est-ce que ça a été tendu ou est-ce que ça a été beaucoup plus simple? Est-ce qu'il y a une sorte de division sociale entre les deux? Comment ça s'est produit? Alors, ce que j'ai pu observer, c'est vraiment une division sociale. C'est-à-dire que les deux restaient entre eux, enfin les Israéliens d'un côté, les Arabes israéliens de l'autre. Bien sûr, ils travaillaient ensemble quand il le fallait et tout, là-dessus, il n'y avait pas de souci. Mais je pouvais quand même observer un certain mépris de la part des Israéliens et aussi, il y avait beaucoup d'Israéliens qui avaient une formation dans ce domaine-là. Pas tous, mais beaucoup. Et les Arabes israéliens, ils avaient souvent aucune formation dans le domaine social ou du soin. Du coup, il y avait aussi un mépris face au travail qu'ils faisaient et tout. Et autant il y avait des collègues qui étaient là depuis très très longtemps.
Il y en avait aussi beaucoup qui étaient vraiment de passage et qui repartaient après quelques semaines. Et donc, j'ai vraiment pu observer que c'était deux mondes différents. Et souvent, c'était aussi les Arabes israéliens qui faisaient les nuits, quoi, et qui passaient des nuits dans l'établissement, alors que les Israéliens bossaient pendant la journée. Enfin, ouais, il y avait quand même une grande division. Alors, petite note, il est important de remarquer que Héloïse dit arabe israélien, puisque c'est la manière dont les Israéliens qualifient les Palestiniens vivant sur les territoires occupés par Israël. Et c'est une sorte de création de distance et d'éviter de reconnaître en fait que ces Arabes israéliens sont en réalité palestiniens. Puisque le terme palestinien n'est pas du tout employé dans les discours de la société israélienne, que ce soit à l'école, que ce soit par le gouvernement ou même par la société de manière générale. Donc c'est assez important de comprendre que si Héloïse emploie le terme d'arabe israélien, c'est parce que elle l'a vécu, elle l'a vu. Mais moi ici, je me tiendrai à dire palestinien, et Héloïse, pour ton discours et ton témoignage, je te laisserai employer le terme qui te convient et qui sera adéquat en fonction de ton expérience. Et à partir de cela, qu'est-ce que tu as appris sur la culture israélienne et la vie quotidienne de ces personnes que tu as rencontrées? Si tu as pu voir, par exemple, quelque chose de nouveau, est-ce que la culture israélienne est celle qu'on voit principalement dans les médias, c'est-à-dire une culture de personnes complètement développées, ressemblant aux Occidentaux? Est-ce qu'il y a aussi une touche, une part, en fait, de culture que tu as pu retrouver dans d'autres pays, par exemple au Liban, etc. Enfin, est-ce que tu peux peut-être en parler un peu plus de cette culture israélienne? Oui, alors déjà, ce qui m'a un peu étonnée, c'est que c'est vraiment un mélange de, comme tu dis, du monde occidental et aussi d'une part des pays arabes, quoi. Donc on retrouve un peu des côtés des deux. Ce qui m'a vraiment frappé au début, c'est que les Israéliens m'ont souvent dit que Israël était à fuir, entre guillemets. Enfin, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas le pays et qui comprenaient pas pourquoi j'étais venue là et qu'ils aimeraient bien partir et tout, parce que la vie, enfin, ils disaient que la vie était très dure en Israël. Ce qui est vrai dans le sens où ils travaillent énormément. Il y a une grande inflation dans le pays. Il y en avait une de, je crois, 200% au cours des 2 années avant que j'arrive. Donc la vie est très très chère et les gens cumulent plusieurs travaux pour pouvoir vivre en fait. Et souvent, il y en avait qui faisaient des études, qui avaient un autre boulot à côté et qui travaillaient dans l'établissement où j'étais, qui faisaient des nuits là-bas. Donc, oui, la vie n'est pas très facile, entre guillemets. Et il y a vraiment ce mélange entre monde occidental et monde arabe ou musulman, dans le sens où tu retrouves beaucoup de nourriture et de... Je sais pas si on peut parler de traits caractéristiques, mais un peu tout ce côté spontané, chaotique, tous ces trucs qu'on retrouve pas trop en monde occidental, quoi, parce que on suit plus les règles et tout. Donc on a tout ça aussi en Israël. Mais après, tu as toutes les boîtes de nuit à Tel Aviv, tu as tous les jeunes gens qui viennent là pour leur business, pour faire des startups, tout ça. Donc c'est ouais, un mélange assez étonnant. Et tu parles de personnes qui veulent, qui te disent pourquoi être venu en Israël et que Mhm, Israël est un pays qui est assez compliqué à vivre. mhm. C'était des jeunes ou alors des personnes plus âgées ou un mélange des deux? Mélange des deux, mais plus des jeunes quand même. Après, j'ai aussi croisé beaucoup de Français, par exemple, qui étaient venus en Israël à leurs 18 ans. Enfin, surtout à mon travail, il y avait beaucoup de Français qui étaient venus pour faire l'armée en Israël, qui avaient quitté la France parce qu'ils estimaient qu'il y avait trop d'antisémitisme en France et du coup, ils ont quitté leur pays pour venir en Israël. Donc eux, ils étaient très très fiers d'Israël. Ils étaient contents d'être là et tout, et même s'ils disaient que la vie était pas facile en Israël, ils disaient que c'était bien qu'ils soient là et tout. Mais après, c'était plutôt des Israéliens de deuxième génération, on va dire, qui estimaient que ouais, la vie était trop compliquée, qui voulaient pas rester là, mais qui n'avaient pas encore trop trouvé les moyens ou les occasions de quitter le pays. Et comment étaient tes interactions avec le personnel, donc Mhm. palestinien et israélien, avec aussi les personnes bénéficiant de l'aide, et en même temps de la jeunesse israélienne que tu as pu rencontrer en dehors de ton service civique? Comment étaient tes interactions avec ces personnes? Alors, généralement très très bonne, je dirais. J'ai fait majoritairement de très bonnes rencontres, autant avec les Israéliens qu'avec les Palestiniens en terre israélienne, et aussi avec les Palestiniens en territoire palestinien. Euh, Après, ce que j'ai vite compris et appris, c'est qu'on ne parlait pas de beaucoup de sujets avec les Israéliens. C'est-à-dire que je me souviens très bien d'une situation où la première fois que je voulais partir, c'est le premier week-end que je partais toute seule à Nazareth, ce qui est du coup encore en territoire israélien, mais qui est une ville arabe. Il y a beaucoup de chrétiens arabes, mais aussi des musulmans. Et du coup, je parlais à une collègue de travail qui était israélienne, juive, et je lui ai demandé si elle avait déjà été là-bas, si elle pouvait me donner quelques conseils et tout. Elle m'a dit non, nous on va pas là-bas. Et du coup, ça m'a frappé parce que je j'avais pas trop compris en fait qu'il y avait cette division même, alors que c'était libre d'accès en soi, mais que vraiment les Israéliens n'y mettaient pas les pieds. Et du coup, petit à petit, j'ai vraiment compris que
il y avait un énorme écart entre le vécu même des Arabes israéliens et celui des Juifs israéliens. Parce que leur vie n'avait rien à voir, quoi. Enfin, j'avais un ami, par exemple, qui habitait dans une ville euh, arabe musulmane en Israël et il se faisait contrôler à chaque fois qu'il rentrait à la maison, sa voiture se faisait fouiller et tout. Et tout ça, c'est des choses que les Juifs israéliens n'ont jamais vécues et n'auront jamais à vivre, quoi. Parce que c'est vraiment deux réalités complètement différentes. Et du coup, j'ai vite compris que pour garder la paix et tout, il fallait éviter certains sujets. Après, j'ai eu la chance d'avoir une très très bonne collègue, enfin bonne amie et collègue qui était plutôt de gauche, ou même très à gauche, et qui critiquait beaucoup l'armée. Elle avait une fille à l'armée et tout, elle trouvait pas ça bien que le service militaire soit obligatoire. Et elle critiquait beaucoup le gouvernement. Je me rappelle qu'elle allait beaucoup aux manifestations aussi, parce que c'était vraiment la période où commençaient toutes les manifestations contre le gouvernement Netanyahou, à cause de la loi antidémocratique et tout. Donc voilà, j'ai vite capté ce qu'on pouvait dire, ce qu'il fallait plutôt éviter, et qu'en fait, ils vivaient dans leur bulle et dans leur propre récit, et qu'ils évitaient une grande partie du récit ou de l'histoire pour ne pas être confrontés à des choses désagréables. Et les Arabes israéliens, je les qualifie comme Bien ça sûr. parce que voilà, c'est plus simple, euh, ils retenaient leurs paroles parce qu'ils savaient aussi très bien que s'ils disaient une chose de travers ou s'ils critiquaient, ils se faisaient très vite d'être agressés, harcelés, quoi que ce soit, ou alors même virés du boulot. Donc ils avaient tous très vite appris que voilà, il y avait certaines choses à éviter aussi et à vivre plutôt en silence, quoi. Tu décris en fait facilement et correctement la notion de silence. Donc c'est un silence qui est aussi voulu, Mhm. puisque c'est un silence où les langues ne peuvent pas se délier pour parler du passé et du devoir de mémoire. Il est vrai que par exemple en Israël, il y a beaucoup de livres scolaires qui ne parlent pas du tout des événements qui ont conduit à la création de l'État d'Israël. Mhm. Il y a beaucoup aussi d'emplois de populations uniquement arabes, sans qualifier donc les Palestiniens comme tels. Et ce devoir de mémoire est quelque chose d'assez crucial puisque sans en parler, il est impossible que les deux sociétés se comprennent et discutent et dialoguent ensemble. Mhm. Est-ce que toi, tu as été confronté à des personnes qui ne souhaitaient pas en fait parler de la Nakba de 48 ou alors des différentes guerres qui ont été causées et créées par l'autorité israélienne sur les territoires palestiniens? Est-ce que la question de colonialisme, d'apartheid et aujourd'hui de génocide est quelque chose qui n'est pas du tout employé dans la société israélienne et comment toi tu pourrais la justifier, voire même la qualifier? Alors selon ce que j'ai pu observer, c'est vraiment une chose dont on ne parle pas et qui est pas du tout connue même. Enfin, c'est vraiment un manque de connaissances, quoi, dans la société israélienne qui est, je dirais, volontaire de la part du gouvernement et de l'éducation israélienne. Je me souviens très bien d'une situation, on avait des séminaires avec d'autres volontaires et on était à Haïfa et du coup on faisait une promenade dans la ville avec un guide touristique qui nous expliquait un peu l'histoire de la ville et on voyait des maisons arabes qui étaient vraiment dans le style qu'on connaît, enfin palestinienne, quoi. Et il nous disait que voilà, avant il y avait des familles arabes, mais qu'elles avaient décidé de quitter la ville. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est fou de formuler ça d'une telle façon, quoi, parce que ça n'a rien à voir avec l'histoire où il y a un écart énorme entre ce qui s'est réellement passé et la façon dont on le raconte. C'est tellement euphémisé, embelli, enfin, c'est... Et à ce moment-là, ça n'a choqué personne à part moi, je crois, parce que vraiment, en fait, tu peux vraiment passer tellement facilement à côté de l'histoire et de ce qui se passe. Ça qui est fou, c'est que, alors que c'est une société très très occidentalisée et qu'ils ont tous des réseaux sociaux, internet, tout ça, et qu'ils auraient tous en théorie des moyens de s'informer et de lire l'histoire, de trouver un peu la vérité entre guillemets, tu peux tellement facilement passer à côté parce que c'est ça qui est voulu par le gouvernement israélien. Il y a vraiment une énorme propagande et ça aussi qui m'a choqué, qui m'a étonné parce que j'avais pas réfléchi d'une telle manière avant, mais on parle souvent d'Israël en tant que pays occidental dans le monde arabe et tout, dans le Moyen-Orient, mais en fait, aussi en Israël, il existe une énorme propagande, ou même surtout en Israël, quoi. Et c'est ça qui m'a vraiment choqué, qui m'a un peu réveillé, quoi, parce que je me suis dit, mais c'est fou, en fait, à quel point tu peux établir un tel récit qui est faussé ou qui, avec d'énormes déficits, et toute une société y croit. Enfin, peut-être pas toute une société, parce qu'il y en a quand même beaucoup aussi qui partent et tout, qui ont envie de savoir. Mais en tout cas, parmi les personnes que j'ai pu rencontrer, la critique s'arrêtait souvent au point où ils critiquaient le service militaire obligatoire ou alors
il parlait beaucoup de souffrance. Ça aussi, c'est un truc que j'ai vite remarqué, c'est qu'il y a un énorme récit de souffrance, comme quoi il vivait tout le temps des guerres, ce qui est vrai, c'est pas faux, mais en fait, ça ne va pas au-delà de ce récit de on a souffert, on est tout le temps en guerre, c'est compliqué pour nos jeunes d'aller à l'armée et tout. Donc voilà, c'est ça qui m'a choqué, c'est qu'il y a vraiment un gros flou et une grosse volonté de ne pas parler de beaucoup de choses. C'est quelque chose qu'on peut revoir aussi remarquer dans différentes sociétés où certains actes ne sont pas reconnus ou acceptés par certaines puissances, notamment françaises, qui ne veulent pas en fait se mettre face aux faits accomplis des actes qui ont été commis, et aussi d'essayer de comprendre pourquoi certaines populations se rebellent ou n'acceptent pas en fait le silence ou la négation de leur histoire. On le voit souvent sur la question palestinienne, où on a quand même beaucoup d'ouvrages aujourd'hui qui parlent et qui retracent ce qui s'est produit avant, de 1917 à aujourd'hui, voire même encore avant avec la création et la montée du sionisme en Europe. Il est important aussi de savoir que quand on parle d'Israël et de Palestine, c'est important de reconnaître que il y a un passé, il y a une histoire, et il y a en fait ce besoin de reconnaître et d'accepter la chose. Si on n'arrive pas en fait à reconnaître ce qui s'est produit et à nier l'histoire d'un peuple, comment faire ensuite dans le futur ou aujourd'hui pour essayer de régler un conflit qui est perpétuel et qui ne s'arrête pas. Malgré les témoignages et malgré les documents historiques, malgré les interviews, malgré les photos et malgré les vidéos qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux, on est quand même dans un monde connecté, on arrive quand même à avoir droit à un discours où on va déshumaniser un peuple entier pour pouvoir en fait répondre à un message qui vient de divin, de créer en fait la Judéa-Samara, de créer un Israël qui leur est une terre promise depuis plus de 2000 ans. Sauf que si on arrive à réfléchir de cette façon-là, on a énormément de pays qui réclameraient exactement leur empire, qui pourraient réclamer leur territoire. Sauf que si on en arriverait à là, on serait sur un début d'anarchie et peut-être la fin de l'humanité. On assiste déjà à pas mal de guerres, pas mal de crimes contre l'humanité, de génocide un peu partout dans le monde aujourd'hui. Et le fait d'avoir des populations qui encore aujourd'hui veulent nier, et des gouvernements principalement qui veulent nier l'existence de quelque chose et d'un passé, c'est très dangereux. Et on le voit encore aujourd'hui avec l'Israël-Palestine, avec le Soudan et les Émirats arabes unis, la question russo-ukrainienne, et des conflits qui ont cessé mais qui continuent d'exister avec des discours, notamment la France et l'Algérie. La question aussi de Thaïlande et Cambodge. On est vraiment sur un poème que si l'histoire est niée, on arrive sur quelque chose qui n'est plus du tout, qu'on peut pas du tout en fait récupérer et harmoniser. J'étais retournée en mars 2024. Et là, déjà, ça avait beaucoup changé, mais pas du tout dans une direction que j'ai appréciée, parce que j'ai senti que, même parmi mes collègues qui étaient plutôt de gauche, ils ont tous un peu viré à droite. Ils avaient tous encore plus de haine envers l'ennemi, envers les Palestiniens, et ils étaient tous encore plus persuadés que déjà tous les Arabes voulaient les détruire. Et aussi que le monde entier était contre Israël. Pardon, et contre les Juifs. Et c'est ça qui m'a vraiment laissé assez frustrée. Je suis repartie très désespérée parce que j'ai senti que on s'était encore plus éloigné d'une solution ou d'un début d'un récit qui inclut aussi le narratif palestinien. Tu me parles de ça et c'est assez assez marquant, puisque j'ai eu le droit à assister à une discussion en fait d'une ancienne membre de la Knesset qui disait aussi la même chose. C'était en 2024, où en 2025 pardon, où les Palestiniens sont que des Arabes et qu'ils appliquent une idéologie qui est complètement faussée et qui s'appuie sur le nazi, quelque chose quand même qui est très lourd à porter, qui est totalement faux. Et qu'il faut en fait, les Palestiniens comme donc les Arabes de manière générale de la région veulent exterminer la nation israélienne, chose qui est complètement fausse. On voit quand même des élans de normalisation avec Israël. On demande aussi à ce que ces normalisations-ci soient conditionnées avec la création d'un État palestinien, chose quand même très compliquée pour Netanyahou d'accepter, puisqu'on le voit très bien aujourd'hui que si jamais il accepte la fin du conflit, il serait potentiellement jugé pour corruption, chose qu'il ne veut pas actuellement subir et vivre.
Donc on est quand même sur une sorte de, comme tu me l'as dit, un renforcement en fait d'une idéologie totalement d'extrême droite, Mmh. qui est encouragée par un gouvernement israélien, notamment avec Ben Gvir, Smotrich et Netanyahou, Mmh. avec un Donald Trump qui adore se mêler de choses qui ne le regardent pas, et même si il a plein de défauts, on a aussi, c'est quand même lui le leader en fait de ce cessez-le-feu, qui est quand même très fragile, mais qui est là. Donc c'est vrai que cette question-là de est-ce que la discussion arrive trop tard? Il faudrait peut-être la poser aux Israéliens et aux Palestiniens directement. Mmh. Plutôt principalement les Palestiniens qui, eux, subissent bah, ce nettoyage qui est encore là aujourd'hui. Et à partir de là, je voulais te poser la question. Tu m'as dit que tu as été en terre palestinienne. Mmh. Comment, toi, tu as vécu ton expérience là-bas? Quelles ont été tes émotions? Est-ce que tu as aussi traversé les checkpoints et été mis de côté? Ou alors, est-ce que tu as vu cette inégalité entre un territoire palestinien complètement détruit? Ou alors, peut-être pas, peut-être que tu as vu des maisons encore sur place. Et voir comment les Israéliens ont réagi à ton désir de vouloir voyager en terre palestinienne. Alors déjà oui, les checkpoints, j'en ai traversé parce que c'est obligatoire pour aller en territoire palestinien. Et j'en ai pas parlé de mes voyages en territoire palestinien à mes collègues, à part à ma collègue dont j'ai déjà parlé, qui était très de gauche et qui était très intéressée par mes voyages. Elle voulait tout savoir et elle n'était pas du tout en colère que j'y sois allée, contrairement à d'autres qui ont pu entendre ou sous-entendre que j'avais été là-bas et qui approuvaient pas du tout de ça. Mon premier voyage en territoire palestinien, c'était à Bethléem, qui est quand même une ville assez touristique. On peut y accéder de Jérusalem en bus. Et c'était assez soft, je dirais, comme première destination en territoire palestinien, parce que certes, on sent qu'on n'est plus en Israël, il y a que des musulmans ou des chrétiens, mais il y a aussi encore quelques groupes touristiques et tout. Donc c'était pas trop un choc, entre guillemets, ou un écart entre ce que j'ai pu voir en Israël. Mais après, toutes les autres villes où j'ai pu aller, c'était vraiment... Enfin, le plus grand choc que j'ai vu, c'était vraiment ce truc de... On est à quelques kilomètres, enfin dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres max, de Tel Aviv ou de Jérusalem. Et l'écart entre les deux, c'est... Enfin, il y a même pas les mots pour le décrire, quoi. Ça n'a rien à voir. Et les Israéliens passent à côté de tout ça, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe derrière le mur, quoi, ou derrière la frontière. Et à chaque fois que je revenais, parce qu'il faut souvent revenir par Jérusalem, parce qu'en fait c'est la seule ville où il y a des bus qui partent jusqu'au checkpoint en territoire palestinien. Et à chaque fois que je revenais à Jérusalem, qu'il y avait des juifs entre guillemets qui couraient partout, des petits enfants, que tout était, enfin pas très propre, mais très moderne et tout. L'écart entre ce que je venais de voir, ça m'a bouleversée à chaque fois que je revenais. Et oui, donc des checkpoints, j'en ai beaucoup passé, surtout à Hébron aussi, ou El Khalil en arabe, qui est une ville qui est assez incroyable et étonnante parce que on a déjà une colonie israélienne dans la vieille ville de Hébron. On a aussi une grande colonie Kiryat Arba qui est juste à côté de la ville. Et en fait, il y a des checkpoints partout dans la ville. Il y a des rues qui sont autorisées uniquement aux juifs, d'autres uniquement aux musulmans, d'autres à tout le monde. Mais c'est fou parce qu'à chaque coin de rue, on te demande ton passeport et ta religion. C'est vraiment la première question qu'on te pose partout. Et ça, c'est choquant pour moi qui viens d'Allemagne où on a cette liberté de religion, où ça n'a aucune importance à quelle religion j'appartiens. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte du pouvoir de mon passeport allemand et de la chance que j'ai d'avoir ce passeport. Parce que avec ça, je passais partout. Même si je ne suis pas chrétienne, je disais que j'étais chrétienne et du coup, j'étais libre d'accès un peu partout. Alors que les Palestiniens souvent été retenus au checkpoint s'ils voulaient aller faire leurs courses. Parfois, ils étaient retenus par les soldats sans raison et du coup, ils passaient parfois les nuits au checkpoint puisqu'il y avait un checkpoint entre leur maison du coup et l'épicerie où vous voulez acheter quelque chose à manger. Et on voyait aussi des colons qui se trimballaient en centre-ville avec avec des grosses armes, avec des enfants. Enfin, c'était absurde et ça m'a choqué parce que c'est des choses que je ne voyais pas du tout parce qu'il faut dire aussi que j'ai grandi en Allemagne et en Allemagne, le récit est quand même très pro-israélien. C'est-à-dire que le côté palestinien, j'en avais entendu parler, mais de loin, quoi. Et je m'étais pas trop informée dessus et tout. Quand je suis partie en Israël, je connaissais un peu l'histoire, le conflit, tout ça, mais sans plus. Et la façon dont on me parlait d'Israël, c'était toujours, oui, c'est la terre promise aux Juifs, et ils sont venus là parce qu'on leur a, enfin, à cause de la Shoah et tout. Enfin, on connaît le récit. Et du coup, ce regard critique et ce narratif palestinien, je l'avais pas du tout en tête quand j'y suis allée. Et c'est petit à petit ou assez rapidement que j'ai appris qu'il y avait aussi tout ce côté-là. Et
que c'était pas uniquement les choses dont on peut entendre parler dans les médias tels que les colons qui attaquent ou les soldats et tout, mais aussi les petits trucs du quotidien, on va dire, comme les coupures d'eau, les coupures d'électricité, enfin vraiment les petits harcèlements que les Palestiniens subissent au quotidien et qu'on ne voit pas dans les médias occidentaux, mais qui les font souffrir énormément chaque jour. Cette question-là que les Mhm. médias occidentaux ne mettent pas en avant, Mhm. c'est aussi question ou ce point que tu as mis en avant du fait qu'en Allemagne, tu n'as pas tellement entendu de discours sur la question palestinienne, mais beaucoup plus tourné sur la question israélienne. De même, quand tu t'as dit, tu as donné le nom Hébron et ensuite le nom de la ville en arabe, Mhm. on est quand même sur quelque chose où on parle aussi d'une sorte de désir ou d'envie, ou alors peut-être indirect, je ne sais pas, du côté occidental, mais je pense plus quand même Mhm. bien vocal, de vouloir effacer l'identité Mhm. culturelle palestinienne. Mhm. Et c'est un point qui est assez important et que tu mets en avant. Il est important de reconnaître que cette terre-ci est une terre qui est partagée par tout le monde Mhm. et qui a vécu des remodelages, la destruction de maisons, l'appropriation de maisons, Mhm. la destruction de territoires, de terres agricoles, mais aussi l'hébraïsation des noms de lieux. Mhm. C'est quelque chose de très important et ça Mhm. met en avant cette question de culture palestinienne, identité palestinienne qui est de plus en plus en danger chaque Mhm. jour. Mhm. On a une diaspora qui parle beaucoup. On a des Palestiniens sur le territoire à Gaza ou en Cisjordanie qui parlent énormément. Mais ces discours-là ne sont pas mis en avant par les médias occidentaux. Et c'est quelque Mhm. chose qui est déplaisant et qui est énervant de Mhm. savoir que les médias occidentaux ne font pas leur travail Mhm. de médias, c'est-à-dire d'être neutre, impartial et de donner des points de vue et des opinions diverses et variées. Mhm. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas malheureusement. Il faut voir que les réseaux sociaux, certaines pages pour arriver à voir en fait des choses que nous n'arrivons pas nous à voir, citoyens vivant Mhm. dans des pays occidentalisés et occidentaux. Mhm. Et c'est très important de remettre en avant le fait que par ton voyage, Mhm. tu as réussi à te construire ta propre opinion Mhm. et ta propre idée de ce que c'est qu'être palestinien, de ce que c'est être israélien, Mhm. de ce que c'est que l'effacement d'une culture ou la mise en danger d'une culture, mais également l'appropriation culturelle Mhm. d'une culture palestinienne qui a toujours existé. Par exemple, Palestine était connue pour son marché de Mhm. clémentines. Aujourd'hui, on voit que les clémentines sont appropriées d'origine Mhm. israélienne. Quand on voit aussi que le port de Haïfa, qui est palestinien, qui a été le port le plus brillant pendant Mhm. des décennies, ensuite Beyrouth a pris le contrôle, Mhm. est devenu complètement israélien. Mhm. On voit pas mal de choses. C'est une sorte d'appropriation qui se fait par le silence, mais qui est fait aussi par la complicité Mhm. occidentale de ne pas en parler. C'est assez important ce que tu mets en avant, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de créer ce podcast-ci, puisque venant moi d'un pays qui est complètement aujourd'hui détesté par la France, ou du moins par une grande partie de la classe politique, euh, voir que certains discours sont toujours les mêmes, qu'on est tous de mauvaises personnes, qu'on est ingrats, Mhm. euh, qu'on est pas du tout éduqué, qu'on n'a pas la même culture et qu'on devrait s'assimiler à une culture Mhm. française, c'est quand même très dur à entendre. Ça veut dire de devoir nier son identité pour pouvoir s'adapter en France. C'est des choses que moi j'ai vécues sur le plan personnel, et savoir que toi tu as pu te délier de ça et de pouvoir étudier cette identité culturelle palestinienne et israélienne, c'est aussi assez rassurant de voir qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont envie de s'ouvrir et qui ont envie de Mhm. comprendre les choses et qui ont envie à ce que ces personnes-ci qui doivent cacher leur identité, être fiers de sa propre identité. Mhm. Et ça commence par la mise en avant, par des voyages, si on a les moyens bien sûr. Mhm. Ça commence aussi par s'instruire, Mhm. ouvrir des livres, arrêter de regarder que certains médias, etc. etc. Donc Mhm. aussi merci d'avoir mis en avant certains points qui est parfois compliqué à entendre peut-être, ou qui a été très dur pour toi aussi de voir. Mhm. Et à partir de là, est-ce que tu as vécu un sentiment de détresse émotionnelle quand tu as vu cette dichotomie de vie? Mais en même temps, est-ce que ça t'a aussi donné envie de vouloir tenter une discussion avec un Israélien, ou c'est quelque chose qui a été pour toi complètement impossible parce que tu as eu peur peut-être d'avoir des représailles? Tu me parles de ta coloc qui était très ouverte et qui parlait beaucoup. C'est Mhm. quelque chose qui est quand même très important de mettre en avant parce qu'on a quand même une société israélienne Mhm. qui veut s'instruire également, peut-être minime, mais qui est là. Est-ce que toi, t'as pu rencontrer d'autres personnes qui avaient envie de parler de cette culture palestinienne qui est actuellement meurtrie? Mais aussi, est-ce que quand tu as été sur le territoire palestinien, tu as pu discuter avec des Palestiniens et voir aussi que la culture israélienne, maintenant, on peut plus l'ignorer, Mhm. qu'Israël est là,
Mhm, et que ça sera le cas pour toujours, mhm. quand on voit l'actualité, etc. Est-ce que tu as vu des Palestiniens qui avaient envie de s'ouvrir aussi à Israël? Alors des Palestiniens, oui. Par exemple, l'homme chez lequel j'étais à Hébron, qui avait du coup une auberge de jeunesse, où il accueillait les gens, et aussi enfin, c'était fait comme mis comme devoir de montrer en fait aux touristes, enfin il y en a pas beaucoup forcément, mais aux quelques touristes qui viennent à Hébron, en Palestine, de leur montrer la ville, de leur montrer à quoi ressemble la vie là-bas, et aussi de montrer ben, les checkpoints, tous les soldats qu'il y a, la colonie qui est juste à côté et aussi les maisons. Parce qu'en fait, Hébron est assez emblématique pour toute cette occupation israélienne. Parce qu'on a les maisons palestiniennes dans la vieille ville. Et au-dessus de ces maisons, il y a les Israéliens qui ont construit d'autres maisons. Et du coup, tu as des filets en fer qui sont au-dessus des rues à Hébron. Parce que les colons israéliens jettent des trucs par la fenêtre, dans les rues du marché et tout. Et c'est vraiment choquant parce que c'est vraiment, comme tu disais, des trucs que tu ne vois pas du tout dans les médias occidentaux. Mais cet homme-là, chez lequel j'étais, Euh, j'ai pas ressenti trop de colère ou de haine. Il avait vraiment cette envie d'instruire, d'apprendre et aussi enfin, il avait déjà accepté la fatalité dans le sens où il savait très bien que c'était assez improbable qu'Israël disparaisse. Et lui, il était plutôt euh, du parti à vouloir établir un discours et à vouloir apprendre aux autres et à accepter quoi qu'il y ait les Israéliens et les Palestiniens, mais à dire que il fallait trouver un moyen de coexister et de vivre ensemble dans une terre qui n'est ni juive ni musulmane, mais qui appartient aux deux. Donc c'est un peu ce que j'ai pu ressentir en Palestine. Il y en avait beaucoup qui étaient pas trop en colère, étonnamment, parce que ça se comprendrait quand même, mais il y en a beaucoup qui cherchaient plus un moyen de juste pouvoir vivre un peu plus facilement et avec moins de harcèlement et d'agression quotidienne que maintenant. Et qui étaient, ouais, assez ouverts d'esprit, je dirais. À l'inverse, les Israéliens, à part ma collègue, c'était pas ma coloc, parce Ah, que ma ok. coloc, c'est encore autre chose, parce qu'elle est juive, Ok. mais elle vient d'Allemagne. Et du coup, elle, j'ai vite ressenti aussi que je pouvais pas parler de ce que j'avais vu à Palestine, parce qu'en fait, elle le prenait très mal et elle me croyait pas, alors que j'étais allée, que j'avais pris des photos et tout, mais elle pensait que j'avais été pris dans la propagande palestinienne et tout. Enfin, c'est assez incroyable à quel point les gens peuvent être persuadés de leur récit et vouloir nier tout ce qu'on peut leur raconter de l'autre côté, on va dire. Et donc les Israéliens, à part cette collègue avec laquelle j'ai pu beaucoup parler, c'était vraiment des gens qui ne voulaient pas en parler ou qui estimaient que j'étais du mauvais côté si je recommençais à en parler. Donc je me suis vite calmée là-dessus. Les personnes avec lesquelles j'en ai plus parlé, c'était mes collègues palestiniens, du coup. Dont un très bon ami, parce que pour moi, ce qui était vraiment passionnant et intriguant, c'était justement cette identité d'arabe israélien, de palestinien, parce qu'on est vraiment, enfin, on a le cul entre deux chaises un peu, enfin, un peu beaucoup même, parce on grandit dans un pays qui a chassé tes ancêtres, et ta famille a peut-être même vécu la Nakba, en tout cas, t'as peut-être tes grands-parents qui l'ont vécu, t'as certainement des personnes qui sont mortes dans ta famille a dû quitter sa maison, etc. Et là, tu restes quand même dans ce pays-là qui a fait tout ce mal à ta famille et à ton peuple. Et tu as la citoyenneté, mais tu n'as pas le droit d'aller à l'armée. Donc, en quoi tu t'identifies parce que tu n'es pas juif, mais tu es israélien, mais tu es quand même musulman. Enfin, il y a tellement d'aspects là-dessus et ils sont vraiment, enfin, c'est vraiment une seconde classe, quoi, parce qu'on peut très bien observer qu'il y a beaucoup de, enfin, beaucoup de répression envers les Arabes israéliens, que ce soit pour trouver des métiers, par exemple, parce qu'il y a énormément d'Arabes israéliens qui n'arrivent pas à être embauchés parce qu'il y a quand même un mépris des Juifs israéliens face à eux. Et souvent, ils ont une éducation moins bonne et tout. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant. Et du coup, avec mes amis palestiniens en territoire israélien, j'ai beaucoup parlé de cette question d'identité parce que je trouvais ça passionnant de savoir comment ils s'identifient et à quoi ils s'associent, comment ils ressentent en fait le fait de vivre en Israël alors qu'ils sont palestiniens. Et qu'est-ce qui, toi, t'a marqué sur un point beaucoup plus personnel de ce que tu as vécu en territoire palestinien et israélien, que ce soit sur un plan émotionnel, mais aussi personnel? Et est-ce que aussi tu as pu vivre certains types d'agressions, on parlait précédemment, très brièvement, et d'harcèlement que les Palestiniens vivent en territoire, enfin, sur
leur ancien territoire qui est maintenant occupé par Israël. Comment toi, t'as pu vivre cela, tu t'es forcément sentie impuissante parce que tu ne peux pas non plus intervenir. On a quand même de l'autre côté une sorte de conflit asymétrique. On a un homme face à un homme avec un pistolet face à la tête de la personne quand même. Comment toi t'as vécu certains événements sur un plan beaucoup plus personnel? Est-ce que ça a été dur aussi pour toi de devoir dire que c'est une réalité qui existe? Et quand t'es revenu en Allemagne, est-ce que t'as réussi à te détacher aussi d'images qui toi t'ont profondément marqué? Et est-ce que toi aussi tu as vécu un événement qui t'a toi impacté sur un plan que ce soit physique ou alors émotionnel et autres? Alors, des agressions et des harcèlements, j'en ai vécu et observé des milliers quand j'étais surtout à Hébran, parce qu'il y a énormément de soldats et il y a énormément de colons. Et du coup, tu ressens vraiment cette haine. Et quand ils nous voyaient, enfin, parce que j'étais souvent avec des amis, je suis allée 2 fois, quand ils voyaient qu'il y avait des Occidentaux, d'abord ils nous posaient la question de pourquoi on était là, quoi. Est-ce que c'était pour aller dans la colonie ou est-ce que c'était pour être avec des Palestiniens? Et du coup, quand ils voyaient qu'on se promenait avec ce Palestinien qui nous montrait la ville, etc., ils commençaient à nous agresser, à nous harceler et tout, à nous dire qu'on était du côté de l'ennemi. Et ils étaient toujours protégés par les soldats. C'est ça qui est fou aussi, parce que ce sont les colons qui attaquent et qui agressent les Palestiniens et qui se trimballent avec des Kalachnikovs. Et ce sont quand même eux qui sont protégés par les soldats. Et c'est fou parce que t'as des jeunes soldats qui ont 18, 19 ans et qui sont là à protéger les colons alors que les colons ont des grosses armes et tout et que les Palestiniens n'ont rien fait. Donc, ouais, niveau harcèlement verbal et même physique, j'ai vu beaucoup de trucs. Et aussi à Hébron, ce qui est assez marquant, c'est qu'il y a une synagogue, enfin il y a ça s'appelle Rachel's Tomb, donc le tombeau de Rachel, et c'est à moitié une synagogue et à moitié une mosquée. Et en fait, c'est un truc que tu vois pas quelque part d'autre, mais c'est vraiment un lieu sacré qui est revendiqué par les deux côtés. Et du coup, tu as un mur entre les deux et c'est assez bien protégé. Enfin, il y a des grilles et tout. Et tu vois des traces de pierres qui ont été lancées entre les lieux, alors que mais c'est un lieu sacré. Enfin, c'est vraiment le dernier endroit où il devrait y avoir des agressions physiques. Mais ouais, des trucs assez incroyables comme ça. Après, j'ai pu observer aussi parce que j'étais dans des camps de réfugiés, près de Hébron, du coup, à des camps de réfugiés palestiniens. Et juste en face, il y avait une maison où il y avait beaucoup de soldats qui étaient logés, euh, qui sécurisaient le camp de réfugiés. Et quand j'étais la première fois, parce que je suis aussi allée 2 fois, la première fois quand on est reparti, il y a des petits enfants qui sont sortis avec nous et qui ont commencé à lancer des pierres sur les voitures des soldats et tout. Et du coup, tu voyais 2 douzaines de soldats sortir en courant de cette maison avec avec leurs armes et courir dans le camp de réfugiés et tirer par terre et tout pour effrayer les enfants, alors que c'était vraiment des enfants de 5 6 ans, quoi. Enfin, des trucs comme ça qui étaient hallucinants pour moi, parce qu'encore une fois, c'était tellement loin du récit que j'ai pu entendre en Allemagne. Et par rapport aux moments qui m'ont marqué, là aussi, on a eu énormément. Mais avant tout, c'était vraiment la gentillesse des Palestiniens et leur bonté et générosité de gens qui n'ont rien et qui subissent des agressions au quotidien et qui ont vraiment, vraiment la vie très, très difficile et qui m'ont quand même accueilli chez eux les bras ouverts, qui m'ont donné tout ce qu'ils avaient, qui m'ont cuisiné des plats délicieux, qui m'ont parlé de leur vie et qui avaient toujours un sourire sur les lèvres alors qu'il n'y a pas beaucoup de raisons de sourire pour eux. Et avec ma mère, quand elle est venue me rendre visite, on était à Naplouse, qui est aussi une ville assez incroyable. Naplouse, tu as beaucoup dans la vieille, c'est une vieille ville magnifique, mais il y a peu de touristes parce que c'est considéré assez dangereux, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'interventions et de raids de l'armée israélienne, parce qu'il y a soi-disant beaucoup de groupes de terroristes qui se cachent à Naplouse. Et du coup, on a été là-bas et on était les seuls touristes dans toute la ville, ce qui était assez fou aussi. On nous disait de pas sortir après 8 heures du soir parce que c'était dangereux et on savait jamais quand est-ce qu'il pouvait y avoir une intervention avec l'armée israélienne. Donc c'était pas les Palestiniens qui étaient dangereux, c'était des interventions parce que c'était une question de au mauvais moment, au mauvais endroit, quoi. Et quand tu te promènes dans la vieille ville, tu vois en fait beaucoup de posters de martyrs, d'affiches de martyrs, pile aux endroits où ils ont été tués. Donc tous les jeunes hommes qui sont tués par l'armée israélienne sont considérés comme des martyrs. Et tu vois des traces de sang et tout. Enfin, c'est oui, assez apocalyptique. Et dans cette ville-là, on a été avec ma mère, on a fait un cours de cuisine. Donc ça, c'était incroyable parce qu'on a parlé à plein de femmes palestiniennes qui sont dans la résistance mais silencieuses, qui en fait
collectionne des vêtements d'hiver pour des enfants, qui organise des cours de cuisine pour propager un peu la culture palestinienne, qui s'occupe de tous les gens de la ville qui en ont besoin. Enfin, une énorme solidarité. Et il y a une femme qui nous a fait faire un tour de la ville et qui nous disait que elle était bien sûre pour la paix et tout. Elle voyait bien que voilà, on pouvait pas complètement éradiquer Israël parce que ils étaient là pour. Enfin, c'est pas le fait que tu peux changer, ou en tout cas elle y croyait pas. Mais elle nous a dit que même si elle était pour la paix, pour l'amour et tout, elle pouvait pas dire comment elle réagirait si son fils était tué. Et je voyais surtout que ça touchait ma mère parce que c'était une maman qui parlait à une autre maman, et tu sentais que enfin, même si elle était assez rationnelle et intelligente et tout, et qu'elle n'était pas du tout dans la haine et dans la colère, au moment donné où tu touches à l'enfant d'une femme, enfin, ou à l'enfant d'une mère, tu peux pas t'attendre à ce qu'elle réagisse de façon calme ou sereine, parce que voilà, c'est une maman quoi qui veut protéger sa famille et ses bébés entre guillemets. Donc ça m'avait beaucoup marqué. Et oui, juste la générosité des gens. Et Anna Plouz, le gars chez lequel on dormait, il nous a aussi invités chez sa maman. C'était une famille palestino-égyptienne. Et du coup, la maman nous a cuisiné des plats délicieux et on a passé toute la soirée là-bas. Ils nous ont accueillis les bras ouverts. Enfin, c'était incroyable, et c'est vraiment un trait de caractère qui est très très particulier aux Palestiniens, je dirais, parce qu'ils ont rien et ils se donneraient quand même tout. Et ils sont généreux, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Ça me fait penser à une discussion qu'on a eue ensemble précédemment où tu remettais en avant cette résilience incroyable palestinienne et cette idée de passer cette culture-là à d'autres personnes en achetant des keffies. Donc c'est ce qu'on porte actuellement aujourd'hui. Mais que malheureusement tu n'as pas eu l'opportunité de les apporter avec toi puisqu'ils t'ont été retirés. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus de ce passage-ci qui comme quoi un simple tissu peut tout de suite énerver une personne qui considère ça comme étant une tenue ou alors une écharpe représentant le terrorisme et du coup la méchanceté. Oui, alors j'ai été dans la dernière entreprise familiale qui fabrique des kuffiers originaux à Hébron. Parce qu'en fait, tous les autres qu'on peut acheter aujourd'hui sont produits en Chine. Et donc, il y a encore une entreprise familiale qui les fabrique à la main avec des machines et tout, mais euh, c'est la seule maison qui fait du travail artisanal, quoi. Et du coup, j'en avais acheté beaucoup pour amener à des amis, pour moi-même et tout. Et bizarrement, ils m'ont pas tous été enlevés, mais quand j'ai repris l'avion pour rentrer en Israël, déjà, on m'a posé beaucoup de questions à l'aéroport parce que on est vraiment filmé partout. Enfin, pas partout, mais au checkpoint et tout, ils observent quand même très très bien qui rentre au territoire palestinien, et du coup, ils m'ont posé beaucoup de questions là-dessus, pourquoi j'étais allée et tout, ce que je cherchais là-bas. Et aussi, dans ma valise, du coup, j'avais beaucoup de confiés et la plupart m'ont été retirés, et je n'ai pas compris pourquoi. Déjà, j'ai pas compris pourquoi ils m'avaient pas tous retiré tous les kéfiers, parce que ça n'a aucun sens. Et aussi, comme tu dis, c'est un petit symbole qui peut déjà énerver, mais on observe très bien aussi actuellement que tout ce qui se rapproche d'une critique ou d'une certaine résistance face à l'occupation israélienne peut énerver l'État israélien, et du coup ils essaient de l'effacer un peu sur tous les plans. Et comme tu disais aussi avant, c'est dans des petits trucs comme enfin ça passe par des petits trucs comme l'alimentation ou la musique ou les clémentines ou les kouffiers, enfin que des petits trucs comme ça sous-jacents, mais qui contribuent à la grande cause. Donc du coup, j'aimerais te poser peut-être mes deux dernières questions. On va commencer par l'avant-dernière. Qu'est-ce que toi t'aimerais dire donc à l'Occident, mais aussi au monde entier, qui à chaque fois qu'on brandit un symbole palestinien, que ce soit la pastèque, que ce soit le koffieh, que ce soit les slogans de liberté, notamment la fameuse phrase "From the river to the sea, Palestine will be free", la clémentine également. Comment toi t'aimerais dire à cette population, à ces gens qui soutiennent la cause palestinienne et qui se font arrêter pour brandir en fait cette identité-là qui est de plus en plus opprimée et qui veut être niée par certaines personnes et certaines puissances, comment toi t'aimerais dire à ces occidentaux et à ce monde de ne pas freiner cet élan de solidarité et de comprendre que quand on demande ça, on ne demande pas la fin d'Israël, on demande juste à une normalisation des relations et un apaisement total, mais aussi une reconnaissance d'une mémoire palestinienne qui est complètement meurtrie et qui est complètement niée et ne veut pas être reconnue par les États-Unis et également par Israël.
Je dirais qu'il faut savoir et comprendre que l'histoire n'est pas noir et blanc et qu'au moment de 1948, deux récits de narratifs se sont construits. Le narratif israélien, donc de la fondation de l'État israélien, qui a été un moment merveilleux pour beaucoup de Juifs, et le moment où leur vie a pu commencer parce qu'ils ont pu avoir un État juif, mais aussi le moment où la souffrance, avec le Nakba, le moment où la souffrance a commencé pour les Palestiniens. Et donc, qui a deux fils de l'histoire, entre guillemets, qui, bien sûr, s'entremêlent, mais aujourd'hui, on a tendance à écouter plutôt le fil de l'histoire, le narratif israélien, qui porte certes aussi certaines vérités, mais qui est surtout en train d'effacer le narratif palestinien. Et pour pour une bonne raison, entre guillemets, parce que, bien sûr, le narratif palestinien ne rentre pas dans le narratif palestinien, israélien, pardon. Parce que il menacerait de le faire, de le détruire Oui. ou de d'inouer. Et du coup, je trouve que c'est très important de comprendre que toute cause ou revendication palestinienne n'est pas haineuse. Certes, il y en a qui ont des discours haineux et ça c'est grave et il faut bien sûr faire quelque chose contre. Mais en soi, les Palestiniens veulent vivre et veulent vivre en paix et aujourd'hui, ça ne leur est pas possible. Et plus on va avec ce narratif et ce discours israélien, plus on va effacer en fait toute une population, toute une culture. Et c'est vraiment ce que veut l'État israélien, parce que ça ne rentre encore une fois pas dans leur narratif. Et donc il faut essayer de préserver aussi de l'extérieur cette culture palestinienne, et écouter ce qu'ils ont à dire, et aussi séparer entre antisionisme et antisémitisme, parce que là aussi les choses ne sont pas très claires, surtout parmi les juifs et les israéliens. J'ai pu observer que pour eux c'est la même chose, alors que selon moi c'est la première chose, ou ce sont les premières personnes auxquelles ça fait du mal, parce que tout antisémite n'est pas antisémite, et heureusement. Mais voilà, comprendre que l'histoire n'est pas noir et blanc et qu'il y a un gros gris très flou entre les deux, qu'il faut chercher à comprendre les deux côtés, à voir les deux côtés, et surtout à prêter attention au narratif palestinien qui aujourd'hui est très vite associé à la haine, sauf que de base c'est pas du tout ça, c'est juste une réponse à cette souffrance qu'ils ont dû endurer à cause des Israéliens. Et il est très important de rappeler, comme tu le dis, que être antisioniste n'est pas être antisémite. C'est une ligne qui est très fragile et qui est manipulée par certaines personnes. Et ça en devient très dangereux parce que ça atteint également une liberté d'expression et d'opinion. Forcément, il y a la plupart des discours qui sont mis en avant sont des discours anti-mouvement sioniste, uniquement anti-sioniste, et qui n'est pas antisémite. Et c'est quelque chose qui est très important à mettre en avant. Et vouloir être pour la cause palestinienne ne veut pas dire qu'on est pour le Hamas, ne veut pas dire qu'on est pour la destruction d'un État. C'est juste reconnaître que la Palestine est là et que la Palestine existe et que la Palestine existera toujours. Donc c'est très important de remettre en avant ce que tu viens de dire et que j'aimerais aussi remettre en avant, puisque j'ai déjà eu droit à des petites réflexions assez déplacées de la part de certaines personnes, même haut placées, qui n'ont pas accepté le discours de protection de la culture palestinienne et de la Palestine de manière générale. Je pense que, si je peux te couper, bien sûr, vite fait, je pense que l'Allemagne est particulièrement emblématique pour cela, parce qu'on a ce qu'on appelle la Staatsräson, la raison de l'État, qui est de soutenir l'État d'Israël, ce qui en soi se comprend avec notre histoire, etc. Mais on peut observer actuellement, comme tu disais, que les manifestations pro-palestiniennes sont énormément réprimées en Allemagne, surtout à Berlin, et que justement cette séparation entre antisionisme et antisémitisme n'est pas claire du tout, et que ça nous, avant tout, aux Juifs, aux Israéliens, aux Palestiniens aussi, à tout le monde en fait, et qu'il faut redéfinir les termes et se mettre en clair sur le fait que la cause palestinienne est une cause humanitaire et que c'est pour une population qui est en train de s'effacer et pas contre une population qu'on veut effacer pour autant. Et c'est important parce que si on revoit l'histoire, la question sioniste au départ n'était pas d'aliéner et d'exterminer une population, c'est de cohabiter avec une population qui était déjà sur place. Et c'était le point de départ qui a ensuite a pris une tournure beaucoup plus extrémiste et beaucoup plus radicale, adoptant un régime d'apartheid et de destruction massive et de nettoyage ethnique. Mais c'était pas l'identité première du régime, de la question sioniste, quand cela est apparu dans les années vers le 19e siècle, début du 20e siècle. Donc c'est un point aussi qui est très important
à remettre en avant, mais qu'aujourd'hui, on voit que les politiques ont tendance à beaucoup jouer sur les mots et à vouloir jouer aussi avec l'histoire, alors que quand on ouvre un livre, on arrive facilement à comprendre que là, certaines choses ne sont pas très très vraies quand on entend certains gouvernements, notamment celui de Netanyahou alors que Donald Trump, qui ont tendance un peu à vaciller, quoi. Et mon dernier point, ça serait plutôt un petit point de ta part, un petit partage. Si tu devais partager un enseignement ou alors un souvenir de tes 2 séjours du coup en Israël et en Palestine, lequel ou lesquels seraient-ils? Je pense que ça s'inscrit un peu dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ce n'est pas noir et blanc, et il ne faut pas se positionner soit pro-Israël, soit pro-Palestine. On peut vraiment essayer d'écouter les 2 récits et après en tirer sa conclusion. Et ouais, partez en Israël, mais partez surtout aussi en territoire palestinien, parce que y a quand même une histoire qui domine, ou un narratif qui domine, et c'est difficile à le percer. Et on peut très vite être pris dans une bulle médiatique surtout, qui te raconte uniquement ce qu'on veut que tu entendes, sauf que c'est pas toute la vérité, quoi. Donc c'est ça. Et ce qui m'a particulièrement marqué, je dirais que ça rejoint aussi ce que j'ai pu dire sur les Palestiniens, donc leur générosité, toutes ces personnes qui m'ont accueilli comme si j'étais leur propre fille ou leur amie depuis toujours, et qui m'ont vraiment vraiment touché profondément, auxquels je pense tous les jours, parce que je sais qu'ils sont en train de vivre une période encore plus difficile que quand j'ai pu y aller. Et voilà, quoi. Informez-vous, comme tu dis, lisez les livres et essayez de comprendre plus que ce qu'on vous dit au quotidien, ce que vous pouvez lire dans les médias occidentaux. Merci beaucoup Héloïse, merci pour ton temps. Et puis moi je reviendrai très prochainement avec de nouvelles discussions assez intéressantes. Et d'ici là, je vous dis tout ça bientôt. Et un petit mot de fin, Free Palestine. Et voilà.